Bon, moi j'avais pensé répondre aux quatre questions que tu nous avais posées. Alors d'abord, la première c'était faut-il critiquer le numérique en tant que tel? À mon avis, oui. Donc après, ça amène à la deuxième question qui est sur quelle base? Et sur cette question-là, donc nous on a fait un travail sur les TIC vertes et sur l'écologie des infrastructures numériques comme tu l'as indiqué. Et à ce sujet-là, je voudrais rappeler quelques ordres de grandeur et quelques enjeux. Euh, Si on revient un petit peu en arrière, en fait, en 1990, c'est pas il y a très très longtemps, hein, il y a à peu près 25 ans. Il y a 25 ans, en gros, le numérique n'existait pour ainsi dire pas. Il n'y avait pas de téléphone portable pour des applications extrêmement restreintes, pas d'Internet, euh, pas d'écran dans tous les sens et tout. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dans laquelle tout le monde a un téléphone portable, enfin le taux d'équipement, je vise personne, hein, c'est statistique, c'est sociologique. Le taux d'équipement est extrêmement élevé, la vente, quand on regarde le marché des tablettes, c'est entre l'année dernière et cette année, si on regarde sur un an, c'est plus 135%, le smartphone c'est plus 60%, enfin, voilà, donc ça, c'est des taux d'équipement et une rapidité d'intégration à l'intérieur de la société qui est phénoménale, je dirais. Hein. Ça va vraiment très 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 vite. C'est-à-dire on va dire 10-15 ans, on passe d'un instrument comme le téléphone portable, qui est un gadget, à quelque chose qui est devenu pratiquement obligatoire, au même titre que le permis de conduire. Euh, alors qu'est-ce que ça provoque comme conséquence? Là aussi, je donne quelques chiffres. Euh, il y a un consultant international sur les technologies de l'information qui a sorti un chiffre qui a fait un peu réagir le secteur en 2007. Donc, il a évalué la quantité de gaz à effet de serre imputable au TIC à 2% des émissions mondiales. Ça fait autant que l'aviation, pour donner un ordre de grandeur. Hein. Alors, sachant que c'est en train d'augmenter, c'est-à-dire que maintenant on est plutôt à 2,5 depuis 2007. Ça va tellement vite que c'est chiffrable déjà. 2,5, 2,53% des émissions globales. Alors c'est toujours autant que l'aviation, parce que l'aviation augmente aussi, donc voilà, malheureusement. Quand on regarde en termes de consommation d'électricité, là aussi je donne des ordres de grandeur, c'est juste pour frapper un peu les esprits, mais je pense que c'est parlant. Et si on classait tous les pays dans le monde entier par l'ordre des plus grands consommateurs d'électricité, le numérique serait le cinquième pays le plus grand consommateur d'électricité. Vous voyez, c'est assez massif. En France, en 2008, on était à 14% de la consommation électrique nationale dans le numérique, ce qui fait à la louche 7-8 centrales nucléaires. Alors la Fédération des industries du numérique disait en 2007, juste avant ce fameux chiffre de 14% pour la France, que le numérique plafonnerait à 6 ou 7% de consommation électrique. Bon, en fait, c'était déjà plutôt 14% en réalité, sachant que c'est un chiffre plutôt bas. C'est un chiffre plutôt bas parce qu'il n'inclut pas la fabrication des équipements et toutes les consommations en fait, qui sont occasionnées en dehors du périmètre national. C'est plutôt une estimation faible de la consommation du numérique. Il y a une étude en août 2013 qui estimait qu'un smartphone utilisé de manière intensive consommait à peu près autant qu'un petit frigo. Alors ça peut paraître étonnant, hein, mais ceux qui utilisent des smartphones, c'est pas mon cas, mais je vois les gens qui utilisent des smartphones. Je connais quelqu'un de très proche qui utilise tout le temps son smartphone et qui recharge tous les jours, voire même plusieurs fois dans la journée. Donc déjà, ça donne une idée, mais vous voyez bien que ce n'est pas le petit smartphone, même rechargé tout le temps, qui va consommer beaucoup d'électricité. En fait, ce qui consomme beaucoup, c'est le réseau qui est derrière, parce que les fabricants se sont bien aperçus que pour gagner de l'autonomie, de la portabilité, du nomadisme, hein, comme on dit, donc être connecté tout le temps partout et bah, les appareils, on avait beau faire des gains phénoménaux sur les batteries, enfin sur les batteries pas tellement, mais sur les processeurs plutôt, l'efficacité des processeurs, ça ne suffisait pas à l'augmentation de la demande d'usage. Donc une technique largement utilisée, c'est de transférer la consommation sur le réseau. C'est-à-dire qu'on fait une requête, par exemple, pour savoir où est le restaurant le plus proche. Ce n'est pas le smartphone qui calcule, la requête est envoyée sur le réseau et c'est le réseau qui calcule. Donc le réseau, c'est quoi? Ben, c'est notamment des centres de données. Les centres de données, bah, il y en a un qui est en projet à Gravelines, hein, 800 000 serveurs.
Bon, ça sera quand même le plus grand d'Europe a priori, mais enfin, voilà l'ordre de grandeur, 800 000 serveurs. Le deuxième plus grand consommateur d'électricité de Paris intramuros, c'est une ferme de serveurs. Là aussi, c'est pour donner des ordres de grandeur, hein, que j'ai visité. C'est un immeuble rempli d'ordinateurs, avec à la cave 5 moteurs de bateau qui sont grands comme 2 fois cette salle, et avec ça, ils peuvent tenir, donc ça permet d'alimenter en cas de coupure d'électricité le centre de données pendant une semaine. Je n'ai pas vu la cuve de fuel, mais ça doit être assez impressionnant. Toujours au niveau de la consommation, pour donner des ordres de grandeur, on pourrait se dire, mais c'est quand même énorme, hein, toute cette consommation d'électricité, et comment ça se fait qu'on ne l'a pas vu? On n'a pas vu Bouygues se mettre à construire des centrales nucléaires à tour de bras pour absorber cette consommation d'électricité supplémentaire. Ben oui, mais c'est que pendant ce temps-là, nous nous sommes équipés de frigos A++, de machines à laver A++, qui ont fait baisser la consommation d'électricité à peu près de manière comparable. C'est le même ordre de grandeur, hein, quand on regarde dans les consommations des ménages. Donc le problème, c'est plutôt que la consommation d'électricité n'a pas baissé. Elle aurait dû baisser, mais elle n'a pas baissé. Bon, je ne détaille pas, mais vous avez remarqué que grâce aux écrans plats, on peut mettre des écrans partout, ce qui n'était pas le cas avec les téléviseurs cathodiques, puisqu'ils étaient limités en dimension d'écran, et à cause de la profondeur aussi, c'était difficile à caser. Les écrans plats, maintenant, on en a, vous regardez à Gare de Lyon, il y en a un peu partout. Ce qui fait qu'au final, hein, quand on regarde le poste vidéo, il continue d'augmenter, hein, malgré les écrans plats qui consomment beaucoup moins. À surface donnée, ça consomme moins qu'un écran cathodique, mais comme la surface grandit énormément, surface totale, bah, évidemment, ça consomme plus. Donc il y a ça, il y a la consommation de matière. Hein, apparemment, il va y avoir un très bon documentaire ce soir sur Arte expliquant que 75% des déchets électroniques sont exportés de manière illégale, qui contreviennent à la réglementation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques qui veut que tout soit recyclé. Que tout ça, donc ces déchets électroniques contiennent des toxiques, utilisent des matières épuisables. Donc ça, je pense que c'est un aspect qui est quand même très très important. On parle beaucoup de l'énergie, hein, et des gaz à effet de serre. Donc à côté de l'énergie, ben, en face de ça, il faut mettre l'épuisement du pétrole, il faut mettre Fukushima, Tchernobyl, le danger du nucléaire, il faut mettre le fait que la surface en renouvelable n'est pas extensive et qu'on ne peut pas couvrir la Terre de panneaux solaires. Donc, j'en parle pas, mais enfin c'est implicite, hein, il y a toutes ces questions derrière. Il y a les ressources épuisables, et les ressources épuisables, ça me paraît être un point qui est, je dirais, presque rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de phénomène absurde dans le domaine de la communication, où on était sur des systèmes qui en gros étaient quand même en grande partie renouvelables, hein, papier, c'est renouvelable le papier, et on est en train de passer massivement sur des systèmes épuisables. Et on trouve ça génial. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est avec toute la critique qu'on entend dans le domaine de l'énergie, dans tout un tas de domaines où on se dit qu'il faut passer sur du renouvelable. Dans le domaine du numérique, on fait exactement l'inverse et ça interroge presque personne. Donc ça me paraît quand même un peu inquiétant. Donc faut-il critiquer le numérique? Oui. Sur quelle base? Ben, déjà la base écologique. Alors il y a d'autres, mais comme c'est ma spécialité, je vais détailler un peu sur cet aspect-là. Est-ce que ça s'applique à l'enseignement supérieur à la recherche? Ben oui, massivement, hein. Du point de vue de l'énergie, il y a des études qui ont été faites. Quand on essaye de voir qu'est-ce qui consomme le moins, si on veut lire un texte, qu'est-ce qui consomme le moins? Est-ce que c'est la liseuse qu'on vend à la FNAC ou sur Amazon? Est-ce que c'est la liseuse électronique ou est-ce que c'est autre chose? Ben, la méthode qui bat tout à plat de couture, hein, c'est le livre de bibliothèque. Le livre de bibliothèque est l'instrument qui consomme de loin le moins d'énergie. Pour amortir votre tablette, hein, pour donner un ordre de grandeur, ça consomme tellement d'énergie à la fabrication, une tablette, que pour amortir la tablette, il faut que vous lisiez au moins 200 livres. Et là, vous commencez, donc ça ne s'adresse qu'à une toute petite fraction du lectorat, qui lit énormément. Dans ce cas-là, éventuellement, uniquement du point de vue de l'énergie, on peut avoir un intérêt. Hein, sinon, sur tous les autres paramètres, c'est plus mauvais. Donc, bon. Quand on lit sur Internet, même topo, si vous comparez un journal papier avec le même journal sur Internet, hein, on ne peut pas dire Mediapart écrit ou Mediapart Internet, mais s'il y avait Mediapart écrit, si vous passez plus de... Le chiffre, ça doit être quelque chose comme 10 minutes par page de journal, il vaut mieux le lire sur du papier. C'est l'ordre de grandeur. Hein. Donc, le papier, il est, sur le plan énergétique, il est assez bon par rapport à l'usage normal qu'on fait d'un texte, du numérique. Il y a peut-être d'autres avantages, hein, mais je veux dire, il n'y a pas de raison de le disqualifier d'entrée de jeu en disant que le numérique, c'est forcément supérieur et c'est forcément très bien, comme on entend souvent.
Donc, quelle réflexion critique? Qu'est-ce qui fait qu'on adopte le numérique aussi vite et sans vraiment se poser de questions? Et pourquoi, comme tu disais en introduction, pourquoi est-ce que quand on pose la question, on est vu un peu, on l'empêcheur de tourner en rond, hein? Moi, je suis bien placé au télécom pour savoir qu'on ne s'intéresse pas tellement à mes travaux. On préfère entendre que le numérique, c'est super pour l'écologie et la planète et ça va sauver le monde. Je pense que il y a d'abord comprendre pourquoi il y a cette absence de critique. Ça tient à quoi? Et je pense que, alors ça c'est le dernier point, hein, c'est les conditions de possibilité de la critique. Nous sommes dans... alors il faut voir que dans le numérique, il y a une continuité finalement cette technique par rapport aux autres techniques. C'est une technique qui permet de gagner du temps dans le fond, hein. C'est des gains de productivité. Avec le numérique, on est plus productif, on peut transmettre l'information plus rapidement, avec un coût faible. Donc on est dans une continuité, hein, on a souvent dit le numérique, il y a une rupture, et oui, il y a une rupture, mais une rupture dans la continuité. C'est peut-être une révolution industrielle, mais c'est bien une révolution. Enfin, si c'est une révolution industrielle, c'est bien industriel qu'il faut retenir. Il y a peut-être des débats sur révolution, mais il n'y a pas de débat sur industriel, ça c'est sûr. On est bien sur une technique qui permet de produire plus pour moins cher, plus de tout. Alors évidemment, on voit ça d'un œil très bon, mais du coup, ça veut dire que c'est dans la complète continuité des sociétés de croissance basées sur les gains de productivité, lesquelles étaient déjà basées sur l'usage massif des ressources souterraines. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de rupture. Donc on se retrouve confronté aux mêmes difficultés, sinon pire, que dans d'autres domaines. C'est-à-dire que mettre en cause ce processus, c'est mettre en cause l'ordre du monde tel qu'on le connaît depuis 100 ou 150 ans, ce qui n'est pas évident. Donc avec une mise en défaut des grandes idéologies qui ont dominé depuis le monde depuis 150 ans, enfin une bonne partie du monde, sur les deux grandes, je m'arrête là, le libéralisme et, pour faire vite, le socialisme ou l'anticapitalisme. Les deux, je pourrais détailler, mais ça viendra peut-être dans les questions, hein, les deux se montrent relativement peu critiques par rapport à l'usage du numérique. Un dernier mot peut-être pour finir, c'est de montrer disons, la puissance, hein, quand on fait une étude de comment le numérique se diffuse, on voit à quel point les gens qui vendent les technologies du numérique, hein, qui font en sorte de créer les usages, parce qu'ils sont parfaitement conscients que les usages n'existent pas, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement conscients que les gens n'en voudront peut-être pas de leurs outils. Donc ils créent les usages, ils font en sorte de créer les usages, en occultant notamment l'impact écologique des produits. Hein, je m'arrête là-dessus, mais je cite juste une phrase du rapport qui a été rendu en 2008 par le Conseil général ça a changé plusieurs fois de nom, mais des technologies de l'information, en gros notre tutelle, sur TIC et développement durable. Il y a un endroit, c'est écrit très explicitement que oui, c'est un peu inquiétant, tous ces impacts écologiques, mais dans l'intérêt objectif de la profession, je cite, il vaudrait mieux que tout ça ne diffuse pas dans le grand public. Je vous remercie. Oui, je sais pas, un premier point de réaction, c'est que, est-ce que la critique écologique du numérique, elle n'est pas quand même un petit peu limitée, quoi, comme point de vue? C'est-à-dire que si le numérique apporte une révolution cognitive, permet d'améliorer la diffusion des informations, des idées, l'éducation, etc. Si on veut faire une évaluation totale de l'apport de cette technique, la critique écologique est forcément un petit peu limitée. Il faudrait regarder aussi les apports, etc., quoi. Oui, alors j'ai dit au début, hein, que effectivement c'est un angle, mais enfin j'observe quand même que cet angle est rarement pris en compte. C'est quand même, c'est ce qu'on a dit dans ce bouquin-là d'ailleurs. Dans l'introduction, on a dit, bon, on va certainement nous dire que c'est partiel et qu'il y a tout un tas d'avantages aux technologies de l'information. Remarquons quand même que dans tous les bouquins qui existent pour dire que les TIC c'est super, on ne mentionne jamais cet aspect-là. Donc le déséquilibre, il est plutôt dans l'autre sens. À savoir que nous, il y a une petite voix sur l'écologie, puis alors il y a des trésors de littérature sur les bienfaits du numérique, comme quoi ça permet de communiquer à distance, d'avoir des séminaires dans lesquels il y a plus, il faudrait voir la réalité de la chose, mais plus de participants, et on peut participer de plus loin. Et
Bon, tout ça, ouais, enfin, il faudrait discuter cas par cas, en fait, hein, parce que c'est ça ce qui est un petit peu difficile avec le numérique, c'est que comme la communication, c'est tout, partout, enfin, ça aborde tellement de sujets, il y a tellement de manières de communiquer, de contexte, d'enjeux, que c'est assez difficile de réagir de manière globale. Euh, si je prends enfin, l'exemple qui me vient en tête et qui est peut-être pas si intuitif que ça, c'est ce que dit Benedict Anderson sur l'imaginaire des nations, hein, les nations imaginées. Il dit que le roman a joué un rôle important dans la construction des nations parce que ça permet au code de circuler plus vite sans être déformé. Et si on duplique ça pour le numérique, moi je pense qu'effectivement c'est assez juste, si on duplique ça pour le numérique, ça veut dire que ça va dans le sens d'une homogénéisation du monde qu'on peut voir de manière positive ou négative. Mais euh, j'ai plutôt tendance à penser que la vitesse de circulation du code, effectivement, va plutôt dans le sens d'une homogénéisation. Bon, c'est un autre aspect hein, de la question, mais c'est vrai que je suis moins spécialiste de tout ça. François Jarige, moi je trouve que de partir de l'écologie, c'est pas du tout secondaire. C'est au contraire central, et en fait on n'en parle jamais. Et Fabrice l'a bien expliqué. C'est juste une limite indépassable, malgré tout, au développement du numérique. Alors, on peut élaborer une typologie d'au moins 4 critiques possibles du numérique. Une critique qui serait politique, la surveillance. On va en reparler après, donc je ne me lance pas dans l'exposé. Mais une critique qui serait plus politique sur la surveillance qui se développe, qui a de nouveaux outils. Une critique plus sociale, le renforcement de gros pôles au nom même de la décentralisation du pouvoir, une critique qui serait culturelle. Alors là, il y a toute une littérature gigantesque qui émerge sur le déficit d'attention, toutes ces questions-là sur lesquelles on va revenir peut-être, et la critique écologique. Et en fait, les quatre s'articulent en permanence. Et c'est important justement de partir de la dimension écologique parce que c'est précisément celle dont on parle en fait jamais de façon totalement étonnante. Et en fait, c'est pire que ce que dit Fabrice. C'est pas qu'on n'en parle jamais, c'est que c'est au nom de l'écologie qu'on diffuse le numérique. Donc c'est un enjeu totalement central, puisque le discours publicitaire, politique et des entrepreneurs des industries du numérique, c'est de dire que c'est l'écologie qui va résoudre les problèmes environnementaux en permettant une économie circulaire, en permettant une plus grande efficacité des dispositifs industriels. Et donc c'est ça qui va permettre la nouvelle révolution industrielle qui sera, elle, environnementale et écologique, parce qu'elle sera plus efficace en fait. Donc ce que dit Fabrice, c'est particulièrement radical et en fait ça va au cœur du truc en disant en fait le numérique est indéniablement un enjeu écologique et pose davantage de problèmes écologiques qu'il en résout. Alors là, ce qu'on pourrait répondre si on était un opposant à ton point de vue, ce que je ne suis pas comme tu as compris, si on était un opposant à ton point de vue, on pourrait dire est-ce que c'est vraiment sûr que, compte tenu de, et là je fais l'avocat du diable, histoire qu'il y ait un débat, est-ce que c'est vraiment sûr que l'amélioration technique des processus font que on ne va pas découvrir des systèmes permettant un système autocirculaire ou une diminution tellement considérable de la dépense énergétique qu'au final, ça aura des effets positifs sur le plan écologique aussi. Voilà. C'est la question que je te pose, histoire d'entretenir le débat. Oui, mais tu fais bien, effectivement, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais effectivement, le discours, c'est plutôt de dire, bon, d'accord, 2 ou 3% des émissions de gaz à effet de serre, mais l'important, c'est les 98%. Donc et pour diminuer les 98%, les TIC sont l'outil rêvé, puisque, pour faire un peu de philo, Michel Serres disait que face à ce problème d'écologie, il y a un problème de maîtrise de la maîtrise. C'est-à-dire que la technologie apporte la maîtrise, mais maintenant, il faut maîtriser la technologie. Donc, il faut la maîtrise de la maîtrise. Et qu'est-ce que c'est que la communication, l'information, sinon une force néganthropique qui permet justement la maîtrise de la maîtrise. Il y a tout un discours là-dessus et qui reprend des poncifs un peu dans ces domaines-là. Et avec la confusion entre l'économie immatérielle au sens de l'économie. Immatériel, c'est quoi au sens de l'économie? C'est que c'est des services. Ce n'est pas des biens, c'est de l'information. C'est une définition purement économique. Et l'homonyme, qui n'est pas du tout la même chose, qui est de dire l'économie immatérielle au sens ça n'a pas d'impact écologique. Donc il y a eu énormément de mélanges. Hein. Il y a un rapport, enfin de mélange, disons de jeu là-dessus. J'ai pas pris la citation, mais je crois que je l'ai mis dans l'introduction du bouquin de Sylvie Faucheux qui dit, hein, alors je cite de mémoire, mais qui dit en gros, au moment où la planète se réchauffe, où l'énergie s'épuise, et voilà, la main providentielle de la technologie nous fournit les technologies de l'information qui vont nous permettre de continuer la croissance, même en l'absence évidemment, il n'y a pas de démonstration, hein, comme il fallait s'y attendre, parce qu'après, quand on regarde dans le détail,
de tous les exemples qui sont donnés. Il y a un rapport qui a été fait par les entreprises qui s'appelle Smart 2020, parce qu'avec le numérique, tout est smart, hein, évidemment. Tout est bête avant le numérique et tout devient intelligent avec le numérique grâce aux smart technologies. Donc on va pouvoir économiser, l'ordre de grandeur, c'est 20% à peu près des émissions de gaz à effet de serre planétaires. Sauf que ce qu'on a fait, nous, c'est d'essayer de voir quelle était la réalité de... Bon, bah, vous prenez tous les exemples un par un, que ce soit le déplacement, que ce soit... Il y en a, à la limite, il y en a un, à la limite, peut-être qui tient à peu près, c'est l'histoire du chauffage. Parce que ça permet de moduler la demande de chaleur avec des capteurs. Mais pour tous les autres, le gain, il est relativement faible et il y a toute chance de penser que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que les TIC soient mises au service, comme c'est le cas dans une révolution industrielle, comme expliquait Schumpeter, enfin les autres, tout le monde, que c'est mis au service de quoi? C'est des gains de productivité. C'est quoi des gains de productivité? Ça veut dire qu'on fait la même chose avec un temps moindre, donc on dégage du temps ou de l'argent pour faire quoi? Pour produire plus. Enfin, c'est ça le but. Donc, ce qu'on appelle l'effet rebond, tout simplement. Et donc, ça va être que tous ces gains vont être mis au service d'une production supérieure. Et pour le moment, même si on discute beaucoup chez les économistes des effets réels de la numérisation, hein, c'est le paradoxe de Solow, pour ceux qui connaissent l'économiste Solow, Robert Solow, qui a dit que l'effet en gain de productivité du numérique dans les statistiques économiques ne se voit pas. Bon, on peut quand même penser que... alors, c'est difficile, effectivement, à voir, parce que d'un côté, le numérique permet des gains de productivité, mais de l'autre, on a vu apparaître des services informatiques et donc du temps de travail pour essayer de faire marcher ces systèmes qui, effectivement, ne marchent pas toujours très bien. J'imagine qu'ici, comme ailleurs, on a des environnements numériques de travail dont le gain en efficacité n'est pas toujours évident, voire même le gain en ralentissement peut être très fort. Néanmoins, quand on regarde, je crois, quand même globalement, il y a des gains de productivité, il me semble. Mais c'est ça, en fait, parce que ça, c'est la critique générale du numérique, donc la critique écologique du numérique, elle est très intéressante, et d'autant qu'on n'en parle jamais, mais en termes de transposition dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche, je trouve que c'est peut-être une des moins facilement transposables, quoi. Parce que... je crois que non, parce que... Alors après, il faut faire les calculs, parce que tout ça, c'est comme en économie, hein, quand on parle je sais pas, du poids de l'euro, de toutes ces choses-là, on fait des calculs, on essaye de savoir un petit peu ce qui se passe en termes empiriques, matériels. Il me semble pas avoir vu tant que ça de travaux, à part l'exemple de la lecture que je donnais tout à l'heure, ce qui est déjà important. Parce que si une bibliothèque, je crois que l'établissement ici a fait un bilan carbone. Bon, si on regarde une bibliothèque qui passerait entièrement en numérique, qui augmenterait, à mon avis, son bilan carbone va augmenter considérablement. Oui, si on regarde le dispositif... C'est la plus polluante des industries, quoi. Même très numérisée. Elle sera plus polluante, mais tu auras toujours plus polluante. C'est pas évident, non, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout parce que qu'est-ce que ça veut dire l'industrie la plus polluante ou la plus polluante des activités? Il y a un préjugé en économie ou même en général que les services ne polluent pas, mais si, les services nécessitent une infrastructure matérielle comme les autres. Les étudiants, les enseignants-chercheurs utilisent des moyens de transport, utilisent le chauffage, utilisent des matériaux pour construire les bâtiments. Donc tout ça a un impact. Il n'y a pas véritablement de raison qu'il soit moins fort qu'un autre domaine. Après, il est peut-être moins visible parce qu'ils sont plus consommateurs des impacts réalisés par les autres secteurs que véritablement peut-être producteurs, mais je ne vois pas tellement pourquoi ça serait moins fort. Alors, il faudrait voir le plan climat ou le bilan carbone de l'établissement, et à mon avis, il y aurait peut-être des surprises. J'ai vu quelques chiffres sur notre établissement, c'est élevé, hein, tous les transports des gens qui viennent. Alors nous, on est à Évry, donc il y a aussi les transports des gens qui n'habitent pas sur place, mais non, c'est le mode de vie de l'enseignant-chercheur, le mode de vie de tous les personnels. Nous, on est 300 sur site, employés, 300 personnes payées tant avec un mode de vie occidental, c'est pas négligeable. Hein. Alors, quand on compare ça, la même chose avec un système basé en grande partie sur le papier ou sur l'oralité, l'impact écologique est beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible. Ça me semble assez clair. Hein. Et on va plus, effectivement, vers, disons,
des modes de production, diffusion, tout ça de la connaissance, qui sont systématiquement médiatisés par des technologies consommatrices d'énergie. Systématiquement. Voilà. Si vous voulez qu'on parle du dispositif, il suffit de regarder là. On parle dans le micro, énergie, on projette, énergie, virtuelle, énergie. Voilà, tout un tas de petits dispositifs qui chacun consomme un petit peu d'énergie. On imagine multiplier par 9 milliards d'habitants dans 40 ans, ça va être difficile. Oui, merci. Je suis pas. J'ai peur que mon intervention décale un petit peu la discussion de la question de l'écologie, qui me paraît toutefois absolument centrale, quoi. Je dis ça dans les limites de mon savoir sur ces questions-là, mais dont je ne suis pas certain que finalement cet enjeu écologique, ou plutôt que les points d'entrée qu'on ait choisis là pour l'instant nous permettent d'adresser de manière satisfaisante les enjeux écologiques posés par le numérique. Un petit commentaire pour amener à une question qui peut-être nous permettra d'opter pour d'autres points d'entrée. On a parlé, il a été fait référence dans l'introduction d'un sens de la critique qui se distingue de la technophobie. C'est avec quoi je suis pleinement d'accord. Mais il me semble que dans les, on va dire, deux grandes traditions critiques, bon, il y en a parmi d'autres, mais on va retenir la tradition critique kantienne et la tradition critique marxiste, donc celle qui propose de réfléchir aux conditions de possibilité d'un côté et de la connaissance et du savoir de l'autre, celle qui propose à la critique au sens de la transformation du monde, pour la critique marxiste, pour faire bref. Il me semble que ces deux traditions aussi, peut-être incompatibles soient-elles, s'accordent sur une chose, c'est qu'avant de produire une critique, il faut s'efforcer de préciser au maximum ce dont on veut faire la critique. De là, du coup, la question à laquelle je vais arriver, c'est finalement de quoi on parle quand on parle du numérique. Là, pour l'instant, il me semble qu'il y a un effort, une affirmation assez très bien argumentée, enfin, je veux dire, avec beaucoup d'éléments, il n'y a pas de problème là-dessus, d'un désaccord, mais je ne suis pas sûr que ce soit un désaccord avec le numérique, quoi. Sauf à préciser ce qu'est le numérique. Que ça soit un désaccord avec une certaine économie politique, avec une certaine structuration capitalistique des économies en voie de globalisation, ça, je le conçois. Est-ce que pour autant, le désaccord est une critique? Alors, c'est peut-être pas là-dessus qu'on va amener le débat. On n'est pas là pour refaire la question de qu'est-ce que la critique, etc. Mais si on veut effectivement développer une réflexion critique du numérique qui puisse nourrir une réflexion à propos du type d'usage des outils et des objets techniques dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, en particulier, puisque c'est ce qui nous y amène, je pense qu'il faut essayer de se démarquer d'une réflexion en strict terme de désaccord, qui suppose, du coup, d'essayer de préciser, bon, si on est dans la critique kantienne, ça sera in fine impossible, mais enfin, au moins d'essayer d'appréhender au plus près ce que la critique kantienne appellerait le phénomène du numérique. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle du numérique? Est-ce que c'est les objets techniques? Est-ce que c'est le processus, le résultat d'un processus qu'on appellera un processus de numérisation, et qui serait donc un processus de transformation d'une réalité matérielle dans une suite numérique, etc., etc. Bon. Donc, préciser ce qu'est le numérique, quelle est notre définition du numérique, pas nécessairement exclusive, je ne sais pas, pour préciser la critique et la faire développer, la faire dépasser du simple stade du désaccord, qu'on va laisser à nos chers amis politiciens, au sens de la politique politicienne. Pas d'ailleurs. Quand je parle de numérique, je parle du secteur économique correspondant, en fait, c'est-à-dire disons, toutes les technologies qui sont basées sur l'usage du code 0 et 1. D'ailleurs, on a parlé à tort dans les années 90, à tort à mon avis, de multimédia en disant que grâce à un appareil, on pourrait traiter le son, la vidéo, alors qu'en fait, c'est plutôt une monomédialisation du monde, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un seul support qui est le support des 0 et des 1 avec toute l'évolution qu'on a connue depuis 20, à peu près, oui, une vingtaine d'années.
sur comment on peut utiliser, graver, stocker, mémoriser les 0 et les 1, hein, donc les disques durs, les clés USB, bon, voilà, je détaille pas, mais ça recouvre le secteur des technologies de l'information et de la communication, recouvre ce secteur-là. Alors ça ne recouvre pas, contrairement à ce que TIC indique, ça ne recouvre pas le secteur des technologies de l'information et de la communication qui sont sur un fondement analogique, c'est-à-dire les ondes radio, c'est-à-dire toutes ces choses, les télécathodiques, tout ça, même le train, ce n'est pas forcément numérique. Pourtant, le terme technologie de l'information et de la communication devrait comprendre tout ça. D'ailleurs, il y a tout un tas de travaux sur le numérique, ça m'étonne toujours, parce que quand ils travaillent sur les technologies de l'information et de la communication, on a l'impression que le monde commence à communiquer avec les technologies de l'information numérique. Avant, il n'y a rien. Personne ne communiquait avant que le numérique arrive. C'est assez frappant dans les travaux. Ce que je dirais par rapport, enfin la question de fond, il me semble, c'est est-ce que c'est un désaccord avec l'objet technique ou est-ce que c'est un désaccord avec les conditions d'usage, hein, ce que je ramènerais moi à la question du nucléaire socialiste, hein, d'une certaine manière. Y a-t-il un nucléaire socialiste? Je crois que non. La réponse est un peu dans l'exemple que j'ai pris, c'est-à-dire que c'est bien un désaccord avec l'objet technique. Alors pourquoi il y a un désaccord avec l'objet technique? Ben, là, il faut préciser un petit peu ce qu'on entend par socialisme, capitalisme et toutes ces choses-là. Alors comme on a peu de temps, je suis obligé d'aller vite, mais disons pour dire clairement que dans le grand récit socialiste, les gains de productivité ont toujours joué un rôle important. Je ne dis pas qu'après, dans les mouvements concrets, il n'y a pas eu autre chose, mais dans ce grand récit, ça a toujours été important, c'est toujours important aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde, je ne sais pas, celui qui me vient en tête, c'est Negri et Hart, par exemple, il y a un rôle important, technologie de l'information, hein, c'est une réinterprétation du général intellect des Grundrisse, par exemple, en termes de, ben voilà, comment la masse va avoir, la multitude va acquérir une conscience de soi, ben c'est grâce aux technologies de l'information, et ça va jusqu'à chez André Gorz, hein, André Gorz, voilà, qui a toujours été marxiste d'ailleurs, jamais très écolo, qui sur la fin de sa vie, les gens s'étonnent un petit peu de voir qu'il fait l'apologie des digital fabricators, des imprimantes 3D à la maison, voilà, qui serait pour lui quelque chose qui permettrait de décentraliser. Bon, je crois que cette lecture-là, effectivement, pose problème. Elle rompt peut-être avec le capitalisme, mais elle rompt pas, en tout cas le capitalisme au sens peut-être de la propriété privée des moyens de production, peut-être, mais elle ne rompt pas avec l'accumulation. Et donc il y a deux définitions du capitalisme, si on veut commencer à complexifier les choses, qui est celle qui est véhiculée par la critique socialo-marxiste anticapitaliste, qui est la critique de la propriété privée des moyens de production, et puis il y a la critique de l'usage, donc l'usage du monde, je dirais, donc qui porte sur la technique, une critique de la technique, et qui porte là plutôt sur l'accumulation. C'est le problème, c'est l'accumulation de capital, parce que les technologies de l'information, pourquoi est-ce qu'on va vers toujours plus de concentration à l'échelle internationale? Tout simplement parce que c'est capitalistique. C'est simple. Tout le monde ne peut pas être Google parce que pour traiter les masses énormes d'informations, il faut avoir énormément d'ordinateurs. Donc il est logique qu'il y ait, dans notre secteur, on dit, c'est pas pour vous déprimer, mais dans le secteur des télécoms et des gens qui travaillent sur la société de l'information, on dit le modèle dans ce domaine-là, ça s'appelle le winner take all. Donc le gagnant prend tout. Dans Google, c'est ce qui se passe. Amazon, c'est ce qui se passe. Ils mettent du temps à se lancer, mais après, ils ont accès directement. Enfin, ils sont le guichet unique, hein, quelque part. Donc, c'est plutôt ce problème-là qui est critiqué, qui n'est pas véritablement la même critique que la critique marxiste. Donc, ce n'est pas un bon usage du numérique, c'est moins de numérique. C'est plus d'usage du papier ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment distinct, hein, je pense. En termes de critique, et d'ailleurs, on le voit hein, dans les débats qui existent dans le mouvement social ou entre les partisans de telle ou telle orientation, il y a vraiment une difficulté à comprendre la critique de la technique du point de vue marxiste, pour aller vite, encore une fois. Hein. Bon, je pourrais détailler, mais voilà, en gros, le désaccord, alors sachant que c'est pas non plus, tout en n'étant pas marxiste, c'est pas non plus libéral, parce qu'on voit bien que je vous ai dit, la révolution industrielle, tout ça, c'est évidemment dans l'intérêt du libéralisme de continuer à diviser le travail, d'accumuler le capital, tout ça. Marx l'a dit très bien, sauf qu'il n'a pas fourni, enfin,
il a fourni une théorie, une critique du capitalisme, je dirais, du point de vue du mouvement ouvrier, qui fonctionne bien du point de vue du mouvement ouvrier, mais qui ne fonctionne pas très bien du point de vue de la critique de la technologie. C'est ça la limite un petit peu. Donc c'est bien une critique du libéralisme aussi, mais en même temps, bon, il y a plein de faux amis dans ce débat-là, mais en même temps, on ne retombe pas sur le marxisme classique, sachant qu'on fait des grosses catégories là, mais j'espère que c'est clair. Oui, je m'appelle Jacques Foll. Je voulais vous faire simplement 2 remarques, et ça revient un petit peu en arrière, mais j'espère que ça va servir le débat. La première, c'est quant à l'opérativité de la critique. On peut toujours être sceptique, toutefois, on l'est moins à partir du moment où on a décidé de prendre en compte la critique. Et dans le cadre de ce qui a été présenté, il est bien évident qu'on doit la prendre en compte, puisque, et c'est le deuxième aspect de ma remarque, l'écologie est vantée. C'est-à-dire qu'elle est prise comme moyen de donner de la valeur, pas critique mais opérative, aux objets du numérique. Par conséquent, l'argument écologique, il peut se porter naturellement, c'est une position marxiste, hein, mais il peut se porter naturellement sur son objet, puisqu'il n'en fait qu'en reprendre les arguments et le discours. Donc par conséquent, dire que la critique écologique ne peut pas opérer sur le monde du numérique parce qu'elle n'en est que partie, pardon de le dire, mais c'est pratiquement un contresens, puisqu'elle est censée opérer et elle est censée lui donner de la valeur. C'est la première chose. Enfin, c'est la première des 2 choses. Et l'autre chose, c'est aussi le fait que dans ces objets, il n'y a pas simplement de la matière, il n'y a pas simplement des opérations, il y a aussi des idées. Et là, on se rapproche un peu plus de notre sujet. C'est-à-dire que, bien évidemment, si l'industrie universitaire devient une industrie numérique, à ce moment-là, tout ce qui concerne le numérique va devenir monnaie courante dans le monde universitaire. Ce qui ne veut pas dire que le numérique est diabolique, mais ce qui doit être dit, c'est interroger le numérique. Et un des éléments interrogatifs du numérique, et je pense que, pour ma part, c'est l'élément le plus pertinent aujourd'hui, c'est précisément l'écologie, et entre autres, parce que le numérique invoque sans arrêt l'écologie d'une manière totalement aberrante. Et c'est ce qui a très bien été dit. Pardon, j'ai été un peu long, mais... Moi, j'ajouterais juste une chose, peut-être, c'est qu'il y a une difficulté, mais qui est générale avec le problème de l'écologie, disons des sciences humaines et sociales, à intégrer cette question de la nature. C'est une difficulté récurrente. On a l'impression de tomber dans les débats techniques, mais où est le politique là-dedans? Et bon, alors, vous disiez les idées, oui, effectivement, les idées, mais les idées, elles sont, hein, pour reprendre un titre célèbre, l'inscription corporelle de l'esprit, titre d'un bouquin célèbre, bon, les idées s'inscrivent quelque part. Il y a une grammatisation du code. Le code, il n'existe pas dans l'éther, dans le pur dématérialisé. Au contraire, tous les échanges existent parce que justement, on gramme à tour de bras partout, on engramme, on dégramme, on décode, on recode. Voilà, hein, c'est pas faire du Derrida, mais il y a une inscription matérielle du code et du travail sur la connaissance. Et en fait, le problème, c'est pas tellement de reconnaître ça, c'est une évidence d'une certaine manière, ça a toujours été le cas. C'est comment est-ce qu'on code, comment est-ce qu'on engramme tout ce qu'on dit, qu'on produit, on reproduit, on transfère, sur quel support et avec quelles implications, parce que les implications, elles sont effectivement politiques au sens de, je reprends les questions globales, hein, c'est-à-dire que tout ça, c'est des enjeux de régulation internationale. Il faut se rappeler un petit peu les enjeux sur le changement climatique, ça tout de suite, ça remet les choses un petit peu à l'endroit. Le changement climatique, alors 6 degrés de réchauffement, on ne sait pas ce que ça fait, hein, personne ne sait. Par contre, 6 degrés de refroidissement, on sait, c'est la banquise jusqu'à Brest, donc c'est 120 mètres d'eau de moins dans la mer. Donc en gros, ça veut dire que le Sahara est vert, chez nous c'est la Sibérie, et c'est ça 6 degrés de moins de température planétaire. Donc 6 degrés de plus, je pense qu'il y a un certain nombre de gens à l'échelle de la planète, quand ils vont voir, par le numérique interposé, ils vont voir notre mode de vie hyper-consumériste, et je pense qu'ils vont voir, eux, il fait très chaud, hein, j'ai passé un an
quand j'ai d'études en Inde, en avril-mai, il fait entre 47 et 49 tous les jours, 49 degrés Celsius tous les jours, je vous assure que c'est chaud. Et quand il y a 1 degré de plus, ils le sentent bien. Donc peut-être que nous, on peut se dire 1 degré, c'est pas grave, mais il y en a d'autres qui vont se dire 1 degré, c'est beaucoup trop. Et quand ils vont se dire 1 degré, c'est beaucoup trop, ils vont trouver quand même que nous, on émet un petit peu trop de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, c'est les enjeux politiques et géopolitiques qui reviennent quand même assez vite. Donc l'engrammation et l'usage des ressources, ce qu'on peut en faire, n'est pas dénué d'implications, disons, sur le vivre ensemble, pour être très large. Moi, je voulais rebondir un peu sur la question qui a été posée, qui me paraissait en fait centrale. Ah, pardon. Non, parce que en fait, la question, elle est centrale. Moi, j'avoue, je suis assez en désaccord avec l'idée qu'il faut laisser le désaccord aux politiques et séparer complètement et considérer que la critique revient aux universitaires. Donc, les universitaires aux mains propres, tranquilles. Bon, moi, je crois que la critique se nourrit de désaccords et le travail intellectuel se nourrit en permanence de désaccords. On ne peut pas séparer aussi facilement les deux. Par contre, la question centrale, c'est en effet, qu'est-ce qu'on critique quand on critique le numérique? Et donc, alors, ce qui est embêtant, c'est que cette question, qui est très pertinente, c'est une question qui est terrible parce qu'elle désarme toute critique. C'est-à-dire qu'on peut poser cette question à peu près tout discours critique. Et quel est le phénomène fondamental? Comment on peut le caractériser dans son essence pure? Et le numérique n'a pas d'essence pure. Et on peut dire la même chose de tout objet technique, puisque il n'y a pas de technique, la technique n'existe pas, de même que le numérique, d'une certaine manière, n'existe pas. C'est un condensé complexe de rapports sociaux, de rapports de force économique, de représentations imaginaires. Et donc, si on pose la question sur la définition fondamentale et essentielle de ce que c'est, finalement, on va se noyer dans un débat. Mais ce n'est pas une bonne réponse. On va se noyer dans un débat sans fond pour savoir comment on pourra caractériser essentiellement le numérique, mais on passera à côté de l'essentiel, qui est que le numérique, c'est ce qui existe aujourd'hui en termes de production matérielle, qui véhicule avec lui certains imaginaires qui passent par la télé, par la publicité, et qui se matérialisent dans des entreprises. Donc le numérique, ça existe. On l'observe tous les jours, c'est des objets, une multitude d'objets, une multitude d'entreprises, une multitude d'acteurs, de discours, d'institutions, et de cadres juridiques qui donnent forme à un monde social qui est modelé par tout cela. Donc, mais si on pose la question de savoir qu'est-ce que c'est fondamentalement le numérique, on ne pourra jamais y répondre, parce que c'est tellement compliqué et ça touche à des domaines tellement divers. Je crois que... Donc c'est peut-être une manière de noyer le poisson, de se poser la question. La définition fondamentale du numérique, puisque précisément il s'agit de se situer au niveau du phénomène, enfin pour ma part. Donc, savoir si on peut définir quelque chose qui existait en essence, personne n'en a parlé, en tout cas pas moi, quoi. Après, tu apportes j'ai parlé d'essayer de préciser de ce dont on veut parler. Et donc la précision, dès qu'on touche à ces objets, c'est des objets techniques, c'est des entreprises, c'est des cadres sociaux, c'est des modes de régulation juridique, bref, c'est tout. Donc on va faire la critique de tout? Non. Donc, il va bien falloir, à un moment donné, travailler à préciser un peu notre réflexion. Il y a eu un élément de précision que je trouve très intéressant et qui, du coup, dégage une très forte cohérence ici, à savoir, quand je parle du numérique, je parle du secteur économique correspondant. Voilà. Là, il y a un point d'entrée que je trouve intéressant et effectivement, après, on peut déployer tout ce qui a été dit. On peut aussi réfléchir à la question des objets techniques. Est-ce qu'il y a une rationalité des objets techniques? On peut aussi préciser à travers une réflexion sur l'informatique. On peut aussi préciser à travers une réflexion sur la question du code dans ce domaine-là. Donc, voilà, on ne va pas faire une critique de tout. Ouais, donc merci. Alors effectivement, il y a une difficulté à définir ce que c'est que le numérique, parce qu'en effet, chaque critique va avoir sa propre définition du numérique. Et là, la définition du numérique comme d'une industrie par Fabrice convient à la critique écologique. D'autres critiques vont peut-être partir d'autres définitions du numérique. Alors justement, là, on a pas mal discuté de la critique écologique qu'on peut faire du numérique. Il y a d'autres critiques qu'on va pouvoir aborder, qui ont déjà été un petit peu mentionnées. Donc du coup, je pense qu'on va passer à Guillaume, qui je crois voulait présenter un panorama, une typologie des critiques possibles. Donc ça va être peut-être une bonne manière pour rentrer dans les autres formes de critique du numérique et de la manière dont on peut les transposer ou non à l'enseignement supérieur et la recherche. Et Fabrice, évidemment, tu continues à discuter quand tu veux.